Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Horizon. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Thierry Cam. Alors, c'est un chanteur emblématique originaire de la Guadeloupe qui a marqué toute une génération avec son univers musical et aujourd'hui, il vient nous en dire un petit peu plus. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ben, merci, en tout cas, c'est un plaisir. J'étais jamais venu à la maison de la Polynésie et je suis jamais allé en Polynésie, donc ça tombe bien. C'est déjà un bon début. Alors, dis-moi un petit peu, déjà pour parler un petit peu de ton île d'origine, la Guadeloupe, pour toi, qu'est-ce que ça représente? La Guadeloupe, Oui. ben, ça représente moi, ma vie. La Guadeloupe, pour moi, c'est un peu comme la Polynésie. C'est une région du monde qui est magnifique où il fait bon vivre. Je pense que c'est des régions du monde qui se ressemblent de par le climat déjà, et puis la nourriture, les gens qui sont très accueillants, chaleureux. Et donc la Guadeloupe, c'est tout ça, c'est le bon vivre, c'est le soleil, c'est la connexion avec la terre, avec la nature, et j'ai beaucoup appris en grandissant en Guadeloupe, en tout cas. Tu es né là-bas? Je suis né là-bas, oui. Je suis né, pas loin du volcan, la Soufrière. Je suis de la région de Basse-Terre. Pour ceux qui ne savent pas, la Guadeloupe, c'est 2 îles, l'île de la Basse-Terre et l'île de la Grande-Terre. C'est quand ça forme comme un papillon. Et OK. je suis donc la région de Basse-Terre, c'est la région la plus volcanique, où il y a les rivières, les cascades et le volcan qui est encore en activité, qu'on appelle la Soufrière. Et je suis né au pied de ce volcan. Voilà. Pas dans la lave, hein, mais pas loin. Et donc tes 2 parents sont guadeloupéens? Oui, mes deux parents sont guadeloupéens et sont de la région de Saint-Claude aussi, ma ville natale. Et voilà, ils ont toujours vécu là-bas. Mon père, il vit encore aujourd'hui. Ma mère n'est plus de ce monde, mais ils se sont connus là. Et au niveau de ton enfance, tu as des frères et sœurs? Comment ça se passe, toi, quand tu grandis Ah oui, là-bas? oui, 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 on était une fratrie de 6. Donc j'ai un frère aîné, 2 sœurs aînées, moi, et puis deux frères après. On était 6, 4 garçons, 2 filles. Donc on a une enfance normale, classique, hein, comme, je ne dirais pas comme tout le monde, parce que chacun a son histoire. Mmh. Mais la mienne était modeste, mes parents étaient modestes. Ma maman ne travaillait pas, papa travaillait. Il y avait l'hôpital du Camp Jacob qui était pas loin. Mon père allait travailler tous les matins à pied. Il partait en retard, il arrivait en avance. C'est tellement c'était proche, tu vois? Et je grandis je suis né dans cet hôpital, l'hôpital du Camp Jacob. D'accord. Mes frères et sœurs, nous sommes tous nés là-bas. Et c'était franchement, une superbe. Je j'ai pas eu une enfance malheureuse, j'ai eu une enfance heureuse. On mangeait des mangues, on allait se baigner à la rivière, on faisait des cerfs-volants. Ah oui, il y avait la saison des cerfs-volants, c'est là justement, c'est cette période-là, la période de mars, avril, qui était la Mmh. période de carême et les fêtes de Pâques. Mmh. Nous, on courait pas après les œufs de Pâques, les chocolats, mais on faisait des cerfs-volants. C'était ça un petit peu la tradition à l'époque. Maintenant, ça s'est perdu, hein. Tu dirais que la Guadeloupe, c'est un territoire de diversité? Ah oui, beaucoup. Déjà en Guadeloupe, diversité déjà au niveau de la faune et la flore, mais même des gens, la population. Il y a la population, on va dire les afrodescendants, il y a les qu'on appelle les caucasiens, ils sont les descendants des colons. C'est pas très intéressant de dire ça, mais c'est un peu ça aussi. Et puis aussi ceux qui sont venus de Pondichéry et de Madras, la communauté inlouïe. D'accord. Et donc, il fait qu'il y a tout un melting pot. C'est un peu comme l'île de la Réunion, où j'étais il n'y a pas longtemps. Et puis, je pense que la Polynésie, un peu Tahiti, c'est un peu comme ça aussi. Il y a beaucoup de mélanges. Et ce qui ça donne un peuple très métissé et très, très intéressant. Et est-ce que ça le fait que justement il y ait différentes origines, ça, on garde quand même une certaine, unité? Ou est-ce qu'on sent vraiment, que chaque, on va dire, origine est dans son coin? Il y a une forme d'unité, mais il y a aussi, certains ont gardé un petit peu leur tradition. Par exemple, Mmh. les hindous ont la tradition de chez eux. Il y a des temples hindous, il y a des cérémonies, qu'ils font, les dimanches. Je me rappelle, moi, gamin, avec mon père, on y allait. C'était surtout pour manger le colombo. Moi, c'est bon, la culture, je m'en occupais pas trop. C'était surtout la bouffe.
Après les sacrifices de Cabri et tout ça, ils font une espèce de michoui et de colombo et j'attendais que ça, moi. Ça continue toujours d'ailleurs et puis, mais c'est vrai que les gens arrivent à vivre en harmonie et ça, c'est plutôt pas mal et on Mmh. retrouve le même phénomène, je parlais de La Réunion parce que elle est formidable cette île pour ça, parce que les gens arrivent à vivre chacun avec ses coutumes, sa Oui. culture, mais ils vivent ensemble. Ils Mmh. ont le savoir-vivre ensemble. Mmh. Dans la paix, les gens se fréquentent, un tel a épousé une musulmane, un tel, Oui, c'est ça. c'est comme ça. C'est incroyable. Et donc à quel moment, tu quittes ton île? Et Heu, pourquoi tu quittes ton île d'ailleurs? oui, ah oui, je quitte mon île en 83. C'est au décès de ma maman. J'ai mon frère aîné qui lui vivait en était déjà parti depuis l'âge de 17 ans, je crois. Il est parti, en France, donc il est venu en France. Il commençait une carrière de basketteur. Il avait été sélectionné pour une équipe de basket et puis il a intégré l'équipe de France de basket à l'époque et donc il a été professionnel de basket pendant des années. Il a même fait les JO en 84 avec l'équipe de France. C'était à Los Angeles et donc voilà, donc je rentre en France en 84. Et tu quel âge à ce moment-là? Je sais plus, j'étais tout petit parce que si je dis, on saura mon âge, quoi. Ah d'accord. Mais en tout cas, j'arrive, j'étais pas majeur encore. Je crois D'accord. que et c'était après le décès de ma maman. Donc mon frère décide de faire rentrer, moi et mes 2 petits frères. Voilà, je rentre, je vais à l'école et puis après je suis resté 2 ans, 3 ans. Puis je suis retourné en Guadeloupe parce que papa était tout seul. Donc on voulait pas qu'il déprime trop, donc on est Mmh. retourné en Guadeloupe. Mmh. Et je suis resté 2 ans, je suis retourné donc en 86, je crois 86, je suis retourné en Guadeloupe, donc 84-86, donc j'ai fait 2 ans en France. 86, je retourne en Guadeloupe et 89, je reviens en France et je m'installe plus longtemps. Donc j'habite toujours avec mon frère et là, je commence vraiment à m'intéresser, à prendre mes marques avec la musique et tout ça. Et comment tu le vis, le fait de venir ici? La première fois que tu arrives ici, qu'est-ce que tu penses, de la France hexagonale? Tu te Ah, sens bien? j'ai trouvé ça gris, en fait. J'ai trouvé ça gris parce que quand on est en Guadeloupe, on est né sur une île et on parle de la France, les parents qui reviennent, ils amènent des cadeaux, ils parlent de la Tour Eiffel et tout ça, donc on se fait un film dans nos têtes et quand j'arrive à Orly, je vois ça gris. Déjà, il faisait gris, il faisait 11 degrés le matin, c'était au mois d'août. On arrive, il faisait 11 et puis, il pleuvait, c'était pas beau. Mmh. Et après, je commençais à m'habituer. J'avais l'impression que tout se ressemblait. Une fois, mon frère m'a dit: «Tu vas aller acheter le pain à la boulangerie qui est là-bas». Donc, j'y vais et pour retourner, j'ai pas trouvé le chemin. Je me suis perdu. J'avais l'impression que tout se ressemblait. Donc du coup, il voit que je viens pas, donc il est venu me chercher et puis il a cherché dans les rues. Donc moi, j'ai eu l'intelligence de retourner vers la boulangerie. Mmh. À ce moment-là, il me retrouve vers la boulangerie. Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais depuis ça?» Je dis: «Mais je sais pas, j'ai pas trouvé mon chemin». Donc ça, je me souviendrai toujours et mes petits frères, c'était pareil. On les avait emmenés à l'école et puis on leur a montré le chemin pour rentrer. Ils sont pas rentrés, ils se sont perdus. Oh On là a dû là! aller les chercher dans un quartier. C'était drôle. Donc ça, je garde ce souvenir de pays où on a l'impression que tout se ressemble, c'est gris, on n'avait pas de repères. Puis après, ça a été on s'est vite habitué et depuis, ça va très bien. Et donc quand tu retournes là-bas 2 ans après, tu dirais que c'est pour ton père, mais est-ce que ça te manque aussi, la Guadeloupe? La Guadeloupe me manque, oui et non, je dirais. Aujourd'hui, plus jeune, certainement, Mmh. à cause du climat. Donc, nous, quand on sortait de l'école, on a envie de s'amuser, mais tu vas vite à la rivière, tu vas à la mer, voilà, on a des mangues, c'est le paradis, en fait, Mmh. hein. Et en France, si tu veux manger une mangue, tu dois l'acheter au supermarché, tu vois? Surtout à Paris, tu vois? Tu as pas de manguier, quoi. Et donc c'est ces choses-là qui manquaient un peu. Mais après, tu te fais des amis et puis tu trouves d'autres centres d'intérêt et puis voilà, moi je commençais déjà à m'intéresser beaucoup plus, au milieu de la musique et la France, pas surtout Paris, c'était le bon endroit pour ça. Et donc quand tu dis que tu t'intéresses à la musique, c'est-à-dire que tu découvres un peu plus ce milieu quand tu es ici? Oui, 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 je découvre le milieu quand je suis ici, je m'intéresse beaucoup à à toutes les musiques. Mais j'écoutais, je me rappelle à l'école, j'avais une camarade, nous on était très fans de Culture Club, de Wham, de Michael Mmh Jackson mh. Mmh.
et on échangeait beaucoup des chansons, des choses. Bon, il y avait pas d'MP3, il y avait pas tout ça, hein. Mmh. Là-bas, fallait acheter les cassettes où la musique s'écoutait chez les disquaires et tout. Et et c'est comme ça, et j'aimais bien chanter et ma copine me dit: «Mais pourquoi tu chantes pas?» Tu sais? J'ai dit: «Oui, j'aime bien chanter et que je me voyais bien dans un groupe». Du coup, on avait créé un groupe avec d'autres camarades d'école, mais bon, ils savaient pas jouer, c'était nul. Ah. Et finalement, moi, j'ai continué à chercher, puis j'ai commencé à rencontrer les gens et donc en 88, quand je suis retourné en Guadeloupe en 86, Mmh. donc c'était l'explosion du groupe Kassav. À ce moment-là, moi, je m'intéresse beaucoup plus à la musique, antillaise, donc le Mmh. zouk, puisque moi, j'étais plutôt variété internationale entre Michael Jackson, les Jackson 5, Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Prince. C'est toute la pop anglaise là, entre, George Michael, Wham, Oui, oui. Sting, le groupe Police, tout ça. C'est moi, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune et j'arrive en Guadeloupe et il y a la déferlante Kassav, donc je m'intéresse. C'est une de mes cousines qui me fait découvrir, Kassav, qui m'en Mmh. parle en tout cas beaucoup et je m'intéresse à un chanteur particulier dans Kassav, il s'appelait Patrick Saint-Éloi, qui nous a quittés malheureusement depuis quelque temps déjà. Je crois qu'il est mort en septembre 2009, OK. je crois. Voilà, je m'intéresse à la musique de chez moi et à ce moment-là, Kassav parrainait un concours de chant qui s'appelle Le Rêve antillais et c'est en 88 donc je décide de m'inscrire à ce concours et j'arrive, je crois, en demi-finale. Donc je gagne pas ce concours, mais en tout cas, j'ai pu rencontrer des gens, notamment Gordon Henderson qui était parmi le jury, qui était leader du groupe Exile One, qui est un groupe de l'île de la Dominique. C'est une île anglophone qui est juste à côté de la Guadeloupe. D'accord. Et il avait un groupe qui s'appelle Exile One, et très connu en tout cas dans la Caraïbe. Et on se lie d'amitié comme ça. Et Gordon il dit, oui, j'ai mon fils, Dion, qui est en France et qui aussi compose, écrit, il fait de la programmation musicale. Et c'est comme ça que je retourne en 89, donc. Je vais chez Gordon, je Mmh. reste plus un an et demi chez lui, à faire de la musique avec son fils dans la cave, on faisait tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que je m'imprègne vraiment de la musique. Et puis, je rencontre, je ne dirais pas de façon hasardeuse, mais j'ai réussi à avoir le contact d'un des musiciens du groupe Kassav, qui s'appelle César Diossin. Il était percussionniste au sein du groupe à l'époque. Et je le rencontre. Il m'invite à venir chez lui, mais ça se passe en Guadeloupe, hein. Du coup, je suis retourné OK. pendant l'été, je suis retourné en Ah Guadeloupe. oui, tu faisais beaucoup d'allers-retours Oui, quand je fais même, hein? beaucoup d'allers-retours à un moment Mmh. donné. Je reviens en Guadeloupe quelque temps. Là, on est en 90, 91, je crois. Et à l'époque, Kassav tournait un film avec Ghazan Palsi qui s'appelait Siméon, je crois. Et c'est à ce moment-là que je rencontre César et il écoute un petit peu les démos que j'avais faites avec le fils de Gordon dans la cave. Il m'a dit: «Ouais, c'est intéressant, mais il va falloir revoir, c'est pas assez commercial». Enfin bon, ils ont toujours les mêmes termes pour la musique Mmh. et c'est comme ça qu'il me présente à Frédéric Caracas, qui était un bassiste au sein de Kassav à l'époque, qui avait un projet de compilation pour lancer des jeunes talents et c'est comme ça que je me retrouve dans un studio en 92 avec César Dursin, Frédéric Caracas, en train d'essayer des trucs, des chansons dans un studio. Il y a une première compilation qui s'appelle Coup double qui est sortie en 92. Ensuite, il y a une deuxième euh, compilation qui est sortie, non, voilà, un deuxième album qui s'appelait toujours Coup double, mais je me suis retrouvé seul. Donc les autres artistes, eux, ils étaient partis de l'autre côté. Moi, je me suis retrouvé seul sur ce même projet Coup double en 93. Et puis, donc ça m'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier, tu vois, et d'être dans une maison de disques. C'est un label qui s'appelait Moradisc, qui se trouvait du côté de Sarcelles. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je suis en train de poser une première brique. Mmh. Et je réussis à négocier un album solo en Mmh. 94 avec la même production. Et c'est là où j'ai un single qui devient numéro un des parades, en tout cas afro-caribéen. La chanson s'appelle Coup de foudre. L'album s'appelle Ultime Confession. Donc il est encore sur les plateformes. Aujourd'hui, on peut l'écouter autant sur Deezer que Spotify. Et c'est comme ça que l'aventure commence et que je le fais vraiment de façon professionnelle. En tout cas, depuis 94, j'ai pas arrêté de faire de la musique et de voyager. Voilà. On peut dire quand même que tu as un peu provoqué ta chance. Tu as eu les bonnes rencontres, tu as osé participer au Euh, concours et cetera. Exactement. Parce que la chance, comme tu dis, il faut la provoquer.
Et parce que j'aurais pu être dans ma salle de bain comme beaucoup, chanter et rêver de devenir un chanteur, d'être sur la scène. Mais c'est pas tout de projeter, il faut aussi concrétiser. Je pense qu'il faut allier pensée, parole et action. Je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai activé les 3 Mmh. leviers et j'ai concrétisé ce rêve-là. Et quand tu es parti, justement, quand tu t'inscris au concours, tu y crois au fond de toi ou tu y vas un peu en mode: «Bon, on y va, Ah mais non, je suis non, pas non, sûr, j'y vais parce que j'y crois. Moi, je voulais être le finaliste. Je suis arrivé en demi-finale. D'ailleurs, il y a même une anecdote parce que quand j'ai fait les premières sélections, ce concours, j'ai été éliminé le 1er soir, le premier casting. Mais j'étais furax. J'ai dit: «Comment ils ont fait pour pas voir que j'étais bon?» Et puis je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je ferai autre chose». Mmh. 2 semaines après, mon téléphone, il sonne et un des organisateurs m'appelle, me dit: «Oui, est-ce que je suis bien chez monsieur Thierry Cam? Et voilà, on a fait le tour des castings. On s'est rendu compte qu'il nous manquait des bons éléments. On a peut-être raté quelque chose. On vous réintègre dans la compétition. Vous êtes directement en demi-finale». C'est comme ça. Je dis: Mmh. «Oh!» Donc j'avais pensé tellement fort le soir qu'il m'a fait Ils que t'ont ça entendu. ils m'ont entendu et ça s'est concrét je me retrouve à nouveau. La demi-finale se passe à la ville de Saint-François et ce jour-là, il y avait encore Gordon Anderson, il y avait, Justin Bieber du groupe Kassav et puis d'autres musiciens, d'autres personnes et mais bon, ça rate. Je suis pas pris et Justin Bieber, elle vient me voir, elle me dit: «Moi, j'ai beaucoup aimé ta prestation et tout. Je t'ai donné une bonne note, mais ça suffisait pas» et là, je lui dis: «Avec ou sans rêve antillais, moi, je continuerai mon rêve et il va certainement se concrétiser» et c'est comme ça que je continue à y croire vraiment et que je discute avec ce fameux Gordon Anderson et puis l'histoire, que j'ai racontée, je suis parti, la musique avec son fils et puis la rencontre après avec César Dioussin de Cassav et de fil en aiguille jusqu'à l'album en 94 et puis depuis, 94, 95, 97, j'ai lancé différents albums avec des chansons jusqu'à, en 2000 où je sors un album qui s'appelle Simplement, dans lequel il y a la chanson Océan et qui me permet d'aller encore La beaucoup. scène, quasi internationale, on va dire. Voilà, exactement. Tu t'inspires de quoi quand tu écris tes textes, au début en tout cas? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à écrire quand, on n'est pas du tout du milieu? Bah, écoute, je l'ai appris, déjà en faisant la musique avec le fils de Gordon dans la cave. On écrit, j'écris des textes, on compose, on trouve ce qu'on appelle des top lines, des mélodies sur lesquelles on adapte des paroles par rapport au nombre de pieds, les syllabes et tout pour que ça rythme avec la musique et donc j'apprends, on écrit et la première chanson que je fais qui s'appelle «Coup de foudre», c'est une chanson que j'écris, parce que j'ai croisé le regard d'une femme le soir dans un club et j'ai été complètement scotché et cette femme, j'ai voulu aller lui parler mais ça a pas marché. J'ai pas pu en fait, j'étais très timide à l'époque. Mmh. Je lui fais un sourire, elle me sourit et au moment où je décide d'aller lui parler, donc je me retourne parce que son regard m'a vu comme je l'ai croisé et j'étais tellement intimidé que j'ai détourné le regard comme ça et je me pose la question: «Je vais lui parler ou je vais pas lui parler?» Et au moment où je me décide d'aller lui parler, elle était plus là en fait, elle a bougé et je l'ai plus revue. Elle est restée dans ma tête comme ça des semaines Mmh. et quand j'écrivais cette chanson, donc je pensais à elle. Mmh, OK. Et la chanson en créole, ça dit, tu mes yeux dans tes yeux, des choses comme ça, je voulais te retrouver, tu es dans mes pensées et puis, je synthétise un petit peu et quelques mois après, je suis invité par ce fameux copain Gordon, le fils de Gordon, Diane, dans une soirée capverdienne, je crois que c'était vers la Porte de la Chapelle, là, dans une salle. Je dis: «Ah, je connais pas trop la musique capverdienne, ça c'est une occasion d'aller découvrir» et je vais à cette soirée et puis il y avait du mouvement partout, la piste de danse et il y avait des gens qui servaient, il y avait qui venaient apporter les boissons, les serveuses qui venaient et puis il y a une de ces filles qui sert aussi au bar et tout, qui vient, qui me voit et qui me sourit. Je lui souris, je la trouvais jolie. «Ah, elle est jolie» et puis à un moment donné, je vois qu'elle me regarde, son regard est insistant. Elle me sourit à chaque fois qu'elle passe. Et j'étais avec ma belle-sœur à l'époque et ma belle-sœur me dit: «Mais tu la connais?» Je dis: «Non, je la connais pas». Elle me dit: «Mais vas-y, invite-la à danser». Oh, je dis: «Tu es sûr?» Je suis toujours très timide, mais à un moment donné, allez, j'affronte ma timidité et j'y vais. Et puis je lui parle un peu et elle me dit: «Vous allez chanter là ce soir?» Je dis: «Qui vous a dit que je chantais?» Elle me dit: «Mais je vous ai vu dans un club l'autre fois, j'ai accompagné un ami à moi, vous avez chanté». Et c'est là, je fais le lien. «C'était vous dans le backstage qui était assis sur la chaise?» Et elle m'a dit: «Oui». Et là, on s'est plus jamais quittés.
Et puis, ça a duré plusieurs années et puis, ça a donné Ebony. On a eu, ma fille, ensemble et puis, après l'histoire, moi, on s'est un peu séparés, mais, et voilà, c'était ça, cette chanson et c'est parti de là. Ma première chanson, mon premier succès s'appelait Coup de foudre. Ça racontait notre histoire, en fait. Et donc tu dis que tu as des paroles en créole dans cette chanson-là? Oui, oui, la chanson, elle est entre créole et français. Une bonne partie en créole et un petit peu de français, hein. Et c'est voilà, l'histoire démarre comme ça. C'est une histoire d'amour qui a démarré ma carrière musicale. Et c'est important pour toi de d'écrire justement en créole, dans ta langue natale, dans ce que tu chantes dans tes premières chansons? Important, oui et non, c'est-à-dire que ça dépend de l'inspiration et de ce que je ressens. Cette chanson, je l'ai exprimée en créole. Il y a d'autres chansons où j'ai exprimé en français, comme Océan, par exemple, c'est en français. Mmh. J'avais envie et surtout, ce qui est drôle, c'est que je suis parti en 95, justement avec la maman d'Ebony que j'ai rencontrée. On se rencontre en 94 et en 95, je pars à l'île de la Réunion parce que mes chansons marchent là-bas. Donc les Réunionnais veulent me voir et donc on part ensemble à l'île de la Réunion et je tombe amoureux de l'île, je trouve ça fantastique. J'ai dit: «Waouh, elle est magnifique cette île» et là-bas, ils disent qu'on a les chutes Niagara. J'ai dit: «Ah ouais?» Donc on va à les chutes Niagara. On va voir le voile de la mariée, on est allé à Cilaos, Salazie, Mafate, Mmh. on a fait le tour de l'île en hélicoptère, on est allé à Trou de Fer, j'ai dit: «Waouh!» Et quand je retourne, à Paris, beh, il y a toutes ces images dans ma tête et puis il y a une chanson, une musique qui vient dans ma tête et c'était la chanson Océan. Océan. Et D'accord. et donc j'ai fait une fusion entre ce voyage-là et bien sûr l'histoire d'amour que je vivais avec, cette femme à l'époque et donc j'ai écrit une chanson d'amour pour elle qui s'appelle Océan. Le 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 moment où tu es un peu, propulsé, sur la scène où, Mmh mh. justement tes tubes ils explosent, comment tu le vis? Est-ce que ça change du tout au tout ou tu le vis progressivement déjà avec ton quotidien, de chanteur? Enfin, moi, je vivais de façon normale, je m'en rendais même pas compte, en fait. C'est les gens qui me faisaient prendre conscience: «Ah ouais, tes chansons» et les gens me reconnaissent un peu dans la rue, à Mmh. certains endroits, quand je vais faire des galas où les gens viennent, des dédicaces, des photos, des machins. Je me rends compte à quel point, je commence à faire partie de leur vie, en fait, quelque part. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que nous sommes des amis, on a grandi ensemble, ils se permettent des libertés, parfois, dire Ah des ouais? trucs ou j'ai dit: «Ah non, on se connaît pas, en fait Ah oui, et d'accord. peut-être vous connaissez mes chansons, mais moi, je vous Oui, connais on se pas». connaît pas, oui. Donc ça passe par, déjà par la politesse et tout Mmh. ça. Mmh. Donc il y a des gens qui sont très gentils, très polis, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins, mais c'est toujours bien des fois de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec beaucoup de tact et de diplomatie et mais je vis ça de façon normale. Pour moi, ça a pas changé, hein. Je prends les transports, j'ai toujours fait comme ça. Je croise des gens, je dis bonjour et puis je fais ma vie. J'ai jamais voulu en fait que ce truc-là te pollue l'esprit et que tu penses que tu viens d'une autre planète. Je pense qu'on est tous pareils et qu'il faut rester cool et donc je le vis de façon normale et jusqu'à aujourd'hui. Bah, j'ai commencé en 94 et on est en 2026. Donc ça fait plus de 30 ans quand même. Voilà. Et mais qu'est-ce que tu aimes toi alors dans le justement la musique? Des pris de passion très tôt. Qu'est-ce qui te plaît alors dans ce domaine-là? Dans le domaine de la musique, ce qui me plaît, c'est la musique elle-même et puis chanter, le fait de chanter. Je sais pas pourquoi, mais chanter, ça procure des sensations incroyables et de transmettre comme ça la vibration. Quand tu as une chanson que tu fais dans ton coin et qu'après tu la chantes et tu vois les gens qui la chantent, tu vois que ta chanson t'appartient plus et que chaque personne vibre d'une façon différente et chaque personne a une histoire par rapport à la chanson. L'autre, c'est parce qu'il était triste, l'autre, c'est parce qu'il a fait une rencontre amoureuse ou ci ou ça. L'autre s'est marié, c'était la chanson de son mariage, et tu te rends compte qu'en fait, tu arrives à rentrer chez les gens et chaque personne vit ça de façon différente et c'est ça qui fait du bien. Le fait de se faire plaisir soi, mais en faisant plaisir aux autres. Donc tu procures du bonheur aux autres et ça te procure du bonheur à toi. Et c'est ça que j'aime et c'est stimulant. C'est comme boire un bon café ou manger un bon plat, on a envie de remanger après. Mmh. Bah, c'est un peu ça. On s'en lasse pas, en fait. Et tu joues des instruments un peu ou toi c'est que la voix? La voix, c'est mon instrument principal, mais je joue un peu de guitare, donc je m'accompagne des fois sur certaines chansons. Certaines chansons, je m'accompagne ou j'utilise beaucoup pour écrire, pour composer, plutôt pour composer, trouver des idées de chansons, de mélodies.
Et voilà, et puis je fais un peu de programmation musicale où je crée moi-même des rythmiques, qu'on appelle, aujourd'hui, on a trouvé des termes, le beatmaking, tu vois? Mmh. Tu fais voilà, Mmh. je fais des rythmiques avec des logiciels. Ce qu'on appelle ça aujourd'hui, c'est je sais plus comment on dit, MAO, musique assistée, par ordinateur. D'accord. Voilà, c'est ce que je fais un peu pour donner forme à mes chansons, quand j'ai une idée comme ça. Aujourd'hui, c'est tellement pratique avec le téléphone. Dès que j'ai une idée qui me traverse, pouf, j'ai le dictaphone du téléphone, j'enregistre les idées. Des fois, des bribes de mots, mais c'est souvent des mélodies qui viennent dans ma tête. De la musique, ça peut être une rythmique, ça peut être une idée de ligne de basse ou une mélodie, voilà. Et c'est comme ça que j'utilise et c'est toujours le début pour créer une chanson. Et pour en revenir justement un petit peu, au début, à tes débuts, dans ta Mmh. carrière musicale, quand tu testes, quand tu fais tes premiers enregistrements justement quand tu arrives en France, Mmh. tu fais des allers-retours et cetera, financièrement, c'est précaire pour toi? Enfin, c'est compliqué ou tu arrives à t'en sortir en faisant que ça dès le début? Heu, alors à mes débuts, quand j'ai fait mes premières rencontres, mes premières armes là en 92 avec César Dursin, tout ça, c'était un peu compliqué. Bon, j'étais encore dans la famille, il y avait mon frère, il y avait papa, puis je gagnais des petits cachets, pas énormes et donc la famille t'aide un petit peu en attendant que ça prenne, que ça fonctionne et quand ça a commencé à prendre en 94, c'est justement avec cette chanson «Coup de foudre» où tu as le Congo qui t'appelle, tu as des gens comme ça et puis je me retrouve, on me dit: «Mais ta musique, elle est numéro 1 sur les radios, au Burkina Faso». «Ah ouais?» «Ouais, au Congo aussi, au Zaïre». «Ah ouais?» Et ça, je dis: «Ouais, il faut que tu viennes». Je dis: «Mais comment?» Et voilà et je mets les pieds en 95 à Libreville. J'étais invité à il y avait, une cérémonie récompense, ça s'appelait les Africains Music Awards. C'est là que je les invitais, mais les gens me sollicitaient déjà un peu partout Mmh. pour venir faire des showcases à droite, à gauche et j'étais payé pour ça et je me rends compte que l'argent, il arrive comme ça. Je dis: «Ah, c'est génial». C'est-à-dire qu'en un week-end, tu pourrais gagner le salaire de quelqu'un qui a pendant un mois, tu vois? Mmh. Je dis: «Ah, c'est pas mal la musique quand même». Et c'est comme ça que j'ai continué, je continue jusqu'à aujourd'hui. Oui et ta famille justement, elle a toujours cru en toi? Est-ce que la famille a cru en moi? La famille me disait: «Tu es sûr que tu fais de la musique, c'est pas un métier?» Tu sais, comme beaucoup, hein. Oui, Mais moi, co j'ai cru en moi, ça suffisait. Et après, quand la famille a vu que ça marchait, ils ont dit: «Ah ben ouais, c'est bien ce que tu fais. Tu avais bien fait tu avais raison d'y croire, en fait». ouais, les Mais chiffres au ont parlé. début, pas trop pour. Mon frère aîné n'était pas trop pour. Au début, il me disait qu'il fallait faire l'école, les études, tout ça. Mais moi, j'aimerais dû faire quelque chose d'artistique. Si j'avais pas fait, la musique, j'aurais fait, peut-être, je sais pas, peut-être j'aurais été un chef cuisinier ou j'aurais peut-être été un dessinateur, parce que j'aime beaucoup les dessins, les bandes dessinées. Mmh. J'étais à le festival de la BD à Angoulême, je faisais des petites BD, à l'école, je dessinais plus que d'écouter le prof. Je faisais moi-même mes petites histoires et puis je chantais beaucoup, beaucoup de musique dans ma tête Mmh. et donc je pense que c'était ma voie, en fait. Je devais passer par là. Et puis une fois que ça a commencé à marcher, ben, mon frère, je l'ai invité à venir, siffler sur une de mes compos. D'autres ont fait un petit peu des chœurs et tout ça, donc ils ont commencé à se rendre compte que j'étais fait pour ça, en fait. Et donc tu es le seul de tes frères et sœurs à, avoir eu un petit peu un métier, créatif? Tous les autres, ils ont un parcours plus classique, on va dire? Oui, je dirais ça. Mais, tu sais, l'art, on est un artiste un peu dans chacun dans son domaine. Toi, tu es un artiste, Mmh. ta façon de réfléchir à tes questions, de parler des entrevues, je pense que je trouve ça aussi très artistique et dans ma famille, mon frère aîné, justement, c'était un artiste parce que lui, il a une carrière de basketteur, de sportif et c'est de l'art aussi, la façon de jouer, de combiner, de faire plaisir pour créer des émotions aux gens aussi avec le sport. Ça, c'est incroyable. Mes sœurs n'ont pas eu un parcours artistique, elles ont un parcours plutôt classique, travailler, dans des entreprises et mes petits frères, par contre, ils ont pas choisi la musique, mais ils ont choisi un autre parcours. J'en ai un qui fait de l'agencement intérieur, qui construit des maisons, qui fait des dessine des cuisines, des piscines. Mmh. C'est une façon c'est aussi de l'art ça, de la décoration. Il y a que moi qui ai choisi la voie du micro, mais dans la famille, on a toujours chanté. Mes sœurs ont toujours chanté, on a toujours aimé la musique. Mon frère aîné avait une guitare, il a commencé par la guitare.
Bon, il a troqué contre un ballon de basket, mais c'est comme ça que moi, je m'intéresse à la musique, en allant le voir dans ses répétitions quand j'étais petit. Et ça a toujours fait partie de nous, en fait, de la famille, la musique. Voilà, mais il n'y a que moi, en fait, qui ai concrétisé cela. Donc quand est-ce que tu t'installes en France hexagonale alors et tu quittes la Guadeloupe? Complètement. Mmh. Ben, ouais, comme je disais tout à l'heure, en 89, quand je reviens où je travaille avec Gordon Anderson dans la cave, et je décide de rester. Donc, je suis retourné en Guadeloupe, mais je reviens m'installer définitivement en 92, où je m'installe, où j'habite toujours avec mon frère. On avait un appartement dans le 17e. Et là, j'avais l'un de mes parties, puis c'était un très grand appartement, donc j'avais mon coin. C'était un peu de la cohabitation, on peut dire ça comme ça. Et puis c'est là où je commence à vraiment m'intéresser à la programmation musicale. Donc j'achète des machines. Comme je gagnais un petit peu d'argent, j'économisais, j'achète les machines. Et quand j'ai écrit ce premier album solo, Coup de foudre, ce premier single, là je décide de prendre mon appartement, puisque je pouvais me louer, me payer un appart. Mmh. Je suis avec la femme dont je suis tombé amoureux, donc on vit ensemble. Donc ensemble, on a loué notre appartement, on est resté ensemble jusqu'à... Voilà. Il y a quelque chose qui te manque de la Guadeloupe quand tu quittes, ton île et que tu arrives ici? Qu'est-ce qui pourrait manquer? La mer, peut-être? Le soleil de temps en temps? Mais le fait d'aujourd'hui, grâce à la technique, on peut se déplacer. Les avions, aujourd'hui, en 6, 7, 8 heures, tu es en Guadeloupe, tu vois. Mmh. Quand tu as les moyens, tu peux t'acheter un billet d'avion, tu retournes quand tu as envie. Donc, quand ça me manque, je prends l'avion, le billet d'avion et je rentre chez moi. Je rentre en Guadeloupe. Mais je m'y fais. Ça fait des années que je suis ici, donc j'ai pris un rythme de vie et ça me manque pas plus que ça, parce que je sais que je peux y retourner quand je veux. Je sais qu'on a déjà eu, des invités qui ont dit que justement ils étaient ici là le temps de leur carrière et Mmh. qu'après ils voudraient retourner sur leur île plus tard. Est-ce que c'est ton cas? Je t'avoue que non, parce que je me dis: «Pourquoi se limiter à un endroit parce qu'on est né à cet endroit-là?» Je pense que moi, j'essaie d'avoir une vision beaucoup plus panoramique, comme disons, je suis avant tout un terrien, et quand tu es rien, tu es tout en même temps, hein. Mmh mh. Et donc la planète, elle est à nous, quelque part. On peut aller où on veut. Et le fait d'être allé en Afrique, j'ai beaucoup aimé l'Afrique. Et c'est pour moi, c'est comme un retour aux sources. C'est retourner sur la terre de mes ancêtres. Surtout en tant qu'afro-descendant. Euh, c'est important pour moi de retourner en Afrique. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'Afrique. Il y a différents pays d'Afrique où je me vois bien vivre, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Ah, j'ai adoré l'Afrique du Sud. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et j'ai eu la chance de rencontrer les membres de la famille de Nelson Mandela et dont son petit-fils s'appelle Daba, qui suit un peu les traces de son grand-père, qui fait des meetings sur la non-violence et tout ça. Et j'ai un très bon ami à moi qui est d'origine haïtienne, qui est ambassadeur d'Haïti en Afrique du Sud. Bah, je crois qu'il a quitté le monde dans l'ambassade aujourd'hui. Et je me suis retourné plusieurs fois dans le cadre de l'ambassade d'Haïti pour chanter aussi pour les enfants à Pretoria, les endroits comme ça. Et donc, j'aime beaucoup. Surtout Cape Town, c'est magnifique. Je comprends pourquoi les gens, quand ils sont arrivés là-bas, les Hollandais se sont dit: «Ouh là, c'est joli, on va rester là.» Mais sauf qu'il y avait Chaka Zulu qui a dit: «Eh, c'est chez moi.» Et on connaît un peu l'histoire, hein, l'apartheid et tout ça. Mais bon, ils se sont battus longtemps et ils ont récupéré leurs droits et leurs terres à juste titre. Et donc, l'Afrique me parle beaucoup. Et en dehors de l'Afrique, donc tu as pu découvrir quoi? Quel autre pays justement grâce à ta carrière musicale? Je suis allé à Okinawa. C'est vraiment un grand Oh! écart, hein. Le Ah Japon. oui! Je suis allé à Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et je suis pas encore allé en Polynésie. Je suis pas encore allé chez toi. OK. J'aimerais bien. C'est très beau. D'ailleurs, j'ai des souvenirs quand j'étais enfant. On regardait souvent, je crois que c'est France Télé qui passait ça, des émissions sur la Polynésie. OK. Et il y avait souvent des reportages. Et moi, je me rappelle, les Tahitiennes, j'ai trouvé tellement belles. Et je disais à ma maman: «Quand je serai grand, je me marierai avec une Tahitienne.» C'est pas arrivé, mais j'ai pas perdu espoir. Mais je suis jamais allé à Tahiti, j'aimerais bien y aller. OK, d'accord et pour parler maintenant, bah, justement de ta fille, Mmh. Ah, Ebony, elle a suivi donc
ta passion pour la musique? C'est quelque chose que tu lui as transmis ou tu dirais qu'elle l'a découvert toute seule? Mais je dirais que je lui ai transmis de façon naturelle, en fait, parce qu'elle est venue dans une famille, elle est arrivée avec un papa qui est dans la musique, une maman qui aime la musique, sa mère est aussi un peu artiste, elle fait de la peinture, Mmh. elle cuisine très bien, et puis, Ebony est arrivée dans un univers où elle me voit en train de chanter, me voit qui fait des chansons à la guitare, elle est toute petite, elle arrive comme ça, elle m'appelle quand elle marche à 4 pattes, elle venait s'asseyait, elle me regardait. Et puis au fur et à mesure, mais j'ai jamais cherché à lui influencer quoi que ce soit. Mmh. Mais j'ai remarqué qu'elle aimait chanter, qu'elle chantonnait, qu'elle aimait la danse, qu'elle commençait à bouger. Dès qu'il y avait de la musique, elle bougeait. Ah, j'oublierai jamais une fois, dès que j'avais mis la musique de Run DMC et Aerosmith, et c'était, je me rappelle plus c'est le chanteur, j'oublie le titre de la chanson, où tu as le groupe, Run DMC et le chanteur d'Aerosmith là et qui cette espèce de rock et de rap mélangé Mmh. et comme le mec il crie beaucoup et Bonnie elle adorait crier donc elle criait et puis elle dansait et ça me faisait rire et puis après mais elle le faisait vraiment sérieusement et puis, un jour elle va dans le bac à CD, elle sort un album, elle tombe directement sur l'album. J'avais une compilation de Michael Jackson. C'était la compilation, où il y avait, Beat It, en fait toute une compilation de ses chansons et elle me demande de mettre et je mets directement et tombe sur Beat It et quand elle écoute cette chanson, elle me dit: «Papa, elle avait 3 ans. C'est bien, c'est qui?» Je lui dis: «C'est Michael Jackson». Mmh. «Ah ouais? Je peux, comment il est?» Donc du coup, je lui mets le clip de Thriller à la télé, elle regarde et quand elle voit le clip, elle court et elle va se cacher dans sa chambre parce qu'elle avait Ça peur, en faisait fait. peur, oui, Ouais oui, oui. et depuis, elle a beaucoup aimé, elle a toujours demandé dès qu'on montait dans la voiture, elle demandait la musique, elle demandait à écouter Jackson et après elle a commencé à être curieuse. Elle s'est intéressée après au groupe Queen, donc elle aimait les chansons de Queen, donc Freddie Mercury. Mmh. Elle a commencé à s'intéresser à la musique comme ça, toute seule. Ensuite, elle est arrivée à Beyoncé, Rihanna, Adele. Et en grandissant, elle commence à prendre ses marques, à chanter. Je l'entendais qu'il chantait. Je lui dis, tiens, elle chante bien. Mais sans jamais rien lui dire. Mmh. Et puis, elle venait me voir de temps en temps quand j'avais des galas, des concerts. Et Bonnie a fait ses marques comme ça toute seule. Et un jour, elle me dit, papa, tu sais, tu chantes, mais moi, c'est pas mon truc, hein. Je pense que je veux plutôt être. Elle voulait être médecin légiste. Ah, je dis: OK, «Non». ah oui. Je dis: «Tu sais, c'est pas comme tu vois à la télé, hein. La télé, tu as pas l'odeur, mais en vrai, tu as l'odeur, ma Mmh. chérie. Donc, tu vas peut-être, changer d'avis». Elle m'a dit: «Non, je veux faire». OK, d'accord. Et puis, en grandissant, elle commence à me dire, au collège, j'aimerais bien prendre option musique et théâtre». Je dis: «OK, bah, prends option musique et théâtre». Et déjà, quand elle était en petite classe, des fois, ils avaient des ateliers théâtre. Mmh. Et elle y allait. Et puis son prof de théâtre nous dit: «Bonnie, faut la suivre parce qu'elle est très douée pour le théâtre». Et puis dès qu'il y avait des chansons à l'école, les profs me disaient: «Mais elle chante bien votre fille et tout». Elle dit: «Oui, oui, elle se débrouille». Sans jamais la pousser. Et jusqu'au jour quand elle a décidé de faire option musique théâtre au collège et voilà, elle commence à le prendre de façon sérieuse. Ensuite, elle a voulu avoir la même option pour le lycée. Ensuite, elle a eu son bac avec mention et puis elle dit que qu'est-ce qu'elle va faire? Je lui dis: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Elle m'a dit: «Je sais pas, peut-être faire, une une direction littéraire ou peut-être pour faire avocate». J'ai dit: «Tu veux être avocate? Tu veux te réveiller le matin, aller dans un bureau? Qu'est-ce que tu voulais faire? Un truc où tu te fais plaisir et tu sais que tu peux gagner ta vie avec?» Elle m'a dit: du cinéma ou la musique?» J'ai dit: alors?» «Ah ben ouais, alors». Et donc du coup, elle va chercher, elle me dit: «Papa, je vais m'inscrire, à la fac, musicologie Paris 8». Et c'est comme ça elle a son DU, donc elle a eu son DU en musicologie et et puis elle commence à faire des trucs, on est à l'ère des portables, parce qu'on a fait un grand écart là, on est déjà à l'ère des portables, des réseaux sociaux et je lui dis: «Mais poste des trucs sur les réseaux sociaux, ton Instagram et tout». Et c'est comme ça qu'un jour elle me dit: «Papa, il y a un truc qui s'appelle Endemol qui me suit sur Instagram». Je dis: «Endemol? Mais c'est eux qui font la Starac, je crois». «Ah ouais?» Et c'est comme ça qu'on lui envoie un message, on lui propose d'intégrer le casting de la Star Academy. Ah oui, donc on est venu la chercher, en Voilà, fait? c'est comme ça. D'accord. Tu étais Et un peu son presque son agent, au final? moi, est-ce que j'étais son agent? Non. En tout cas, j'étais un petit peu son papa Ouais. qui la conseillait un petit peu, mais toujours en la laissant faire comme elle avait Ouais. envie. Mmh.
Et c'est comme ça que je découvre qu'elle a la passion de la musique, en fait. Ça fait partie d'elle, la danse, la comédie, tout ça, c'est son truc. Alors pour préciser, elle s'était inscrite quand la Star Academy est revenue en 2022. Elle avait lancé j'ai dit: «Mais vas-y, c'est le moment de lancer ta candidature». Ils l'ont ignoré totalement en 2022. Mmh. C'est l'époque où Anisha avait gagné Mmh. et ensuite en 2023, là, elle réessaie à nouveau. Et là, on lui dit: «Oui, on a bien retenu votre, 1re vidéo, on reviendra vers vous et tout». Donc elle me dit: «Ah papa, ouais, là, là». Et là, elle avait déjà commencé son parcours universitaire. D'accord. Elle me dit: «Mais si on m'appelle, tu penses pas que si je m'inscris pour la 2e année, je serais embêté de ne pas pouvoir, poursuivre l'université?» J'ai dit: «Écoute, si tu es prise à la Starac, tu iras pas à l'université, tu iras à la Starac». Et après elle me dit: «Ouais, bah, l'université, c'est bien ce que je fais, mais, j'ai l'impression que je fais pas assez de musique». Donc elle commençait à se préparer elle voulait intégrer l'American School Mmh. pour faire de la musique. Elle veut s'orienter vers le jazz et tout. J'ai dit: «OK, d'accord, fais ça si tu as envie». Et à ce moment-là, en 2023, on la retient pas pour, la candidature à la Starac. Donc elle est dégoûtée. Je lui dis: «Écoute, laisse tomber la Starac, tu vas faire, par toi-même ton propre Mmh. processus, tu vas aller à l'American School et tout». Et c'est comme ça qu'elle commence à dire: «Bon, il me faut économiser parce que c'est pas donné l'American School». Donc elle a décidé de travailler pendant 1 année. Elle travaille, mais c'est là qu'elle commence. Je lui dis: «Mais là, à ce moment-là, il faut que tu rentres dans la musique». Donc je lui achète un piano électrique et elle commence à le piano, elle commence à faire des chansons. Je lui achète une guitare. Donc je lui avais offert une guitare, elle avait 15 ans. Elle commence à se prendre des accords de guitare, elle écrit une chanson. D'ailleurs, ça a une chanson qui s'appelle «Unforgettable». OK. Elle avait 15 ans quand elle a écrit cette chanson-là et puis elle fait sa petite vie et c'est en 2024 que la Star Academy rentre en contact avec elle et lui propose d'intégrer, le casting. Donc là, elle avait pas envoyé Mmh. l'inscription, elle avait même laissé ça tomber, hein. Mmh. Et c'est comme ça qu'on la récupère. Et puis elle intègre l'aventure. Je lui dis: «Si tu rentres au château, ma chérie, tu vas jusqu'à la fin. Il n'est pas question que tu te retrouves sur le banc des nommés chaque samedi ou que tu vas me faire stresser, là, faire mon cœur s'arrêter. Tu tu vas jusqu'au bout». Elle m'a dit: «Oui, papa». Et puis quand elle était dans l'aventure, elle dit: «Papa, c'est pas facile comme tu penses». J'ai dit: «Dès que tu écoutes les profs, tu t'écoutes toi et tu t'améliores, tu fais le maximum». C'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée en finale sans jamais se retrouver sous le banc des nommés. Et voilà, on connaît la suite. Tu te reconnais un petit peu dans son parcours? Est-ce que je me reconnais un peu? Oui, le fait de croire en soi et d'avoir confiance. Quand on est déterminé, on veut un truc, c'est d'y aller. Alors les gens autour peuvent prendre ça pour de l'arrogance Mmh. aussi ou pour ça, parce que avoir confiance en soi, c'est être sûr de soi. Quand tu es Mmh. sûr de toi, tu sais où tu vas, tu sais où Mmh. tu poses les pieds. Mmh. Tu as tes moments de doute aussi, parfois, tu peux avoir des doutes, des peurs, mais que tu t'en prends pas aux autres, tu t'en prends à toi-même, en fait. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a été très, parce que Bonnie, c'est une fille qui aime bien, partager, prendre soin des autres. Elle est très très ouverte sur le très gentille, très au service et très exigeante avec elle-même. Et voilà, mais c'est une fille, remarquable et aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, toi, quel est ton quotidien? Mon quotidien à moi, Oui. bah, c'est d'être un papa normal, d'observer ce qu'elle fait, d'échanger et puis de m'occuper de moi aussi. Mmh. De continuer à faire ce que je fais depuis toujours, la musique. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui ça me fait rire, qui pensent que je chante aujourd'hui parce que ma fille a fait l'émission de la Star Academy. «Ah, ah mais lui, il fait la Starac parce qu'il chante parce que sa fille, depuis que sa fille fait la Starac, il chante». Je dis: «Mais ils viennent d'où ce?» Je dis plutôt l'inverse, si ma fille chante, c'est un peu grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai Mmh. poussée, en fait, à faire Mmh. ça. Mais bon, les gens racontent n'importe quoi. Mais c'était drôle, n'importe quoi. Aux gens, j'ai payé TF1 pour que ma fille fasse l'émission. J'ai dit: «Mais si j'avais des pistons à TF1, je me serais pistonné moi déjà. Je serais dans le fauteuil de The Voice à côté de Florent Pagny, par exemple», tu vois? Ben non. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Mboni a fait son chemin, si elle est là, c'est parce qu'elle a du talent et puis c'est voilà. OK et beh, c'était très, très, très intéressant. Si tu avais justement, bah, tu avais commencé un petit peu à le faire, mais un conseil à donner, aux ultramarins, parce que c'est un podcast qui est destiné aux ultramarins, mais à tout le monde aussi en général, aux personnes qui nous écouteraient justement, un conseil pour les gens
cherchent encore un petit peu leur voie ou qui sont pas trop sûrs de ce qu'ils font? Qu'est-ce que ce serait? Bah, les gens qui cherchent leur voie, qu'est-ce que je peux dire? Mais, de ne pas, d'oser, oser. Si vous avez plusieurs choses qui vous intéressent ou qui vous plaisent, essayez. Et puis à un moment donné, il faut céder par sélection et posez-vous la vraie question, comme j'avais posé à Ebony quand elle était à ses débuts. Qu'est-ce qui te fait kiffer? La chose sur laquelle tu aurais plaisir à te réveiller le matin, de faire, la chose avec qui tu pourrais éventuellement gagner ta vie, parce qu'il faut gagner sa vie, et que tu auras un plaisir. Et même s'il y a des moments de galère, mais comme tu aimes tellement cette chose-là, tu ne peux pas laisser tomber, même s'il y a des moments difficiles, et qui te donnent la force justement d'avancer. C'est ça que je dirais. Ça peut être la peinture, ça peut être la restauration, chef cuisinier ou mécanicien ou je sais pas moi, la technologie, il faut croire en soi, aller au bout de ses rêves et ne pas lâcher. Super. Mais Voilà. merci beaucoup en tout cas Thierry Bah, pour cet merci. épisode. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Horizon.